Ma femme n'a pas raccroché ce soir-là. Et en moins d'une minute, mon mariage a changé de catégorie. On était passé de comédie conjugale un peu usée à désastre premium, avec option humiliation en direct. J'ai entendu une voix d'homme, puis la sienne, douce, moqueuse, presque tendre. Et j'ai compris que le pire n'était pas qu'elle me trompe. Le pire, c'était ce qu'elle pensait vraiment de moi. Je m'appelle Adrien. J'ai 38 ans. Je vis à Lyon, dans un 3 pièces du côté de Montplaisir, avec un parquet qui grince comme un vieil oncle radin et une cuisine refaite à crédit, parce que, selon Clara, il fallait investir dans notre confort. C'est beau. Le mot confort, ça fait oublier le mot dette. Clara était ma femme depuis 9 ans. Comptable en cabinet, organisée, lisse, le genre de femme qui plie les torchons comme si elle auditionnait pour une publicité de lessive. Moi, je bossais dans l'assurance. Pas un métier de cinéma, mais assez stable pour payer le prêt, les charges, la mutuelle et les petites fantaisies qui finissent par ressembler à des habitudes de luxe. Ce jeudi-là, vers 19h20, j'étais rentré plus tôt. J'avais pris une baguette tradition, du comté, et une tarte aux pralines chez le boulanger de l'angle, parce qu'elle avait eu une semaine lourde. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Quand Clara m'a appelé, sa voix flottait un peu, trop légère, trop fabriquée. Elle m'a dit « Je vais rentrer tard. Ne m'attends pas. » J'ai demandé pourquoi. Normalement, sans agressivité. Parce que dans un mariage, on a encore le droit de poser une question, sans déposer une demande au tribunal. Elle a répondu n'importe quoi. D'abord un dossier urgent, ensuite un pot improvisé au cabinet. Puis une collègue qui n'allait pas bien. Ça faisait beaucoup pour une seule soirée. On aurait dit un générateur automatique d'excuses. J'ai laissé un silence. Elle l'a senti. Elle a ajouté « Ne commence pas. Adrien, je suis crevé. À ce stade. » Quand quelqu'un te dit de ne pas commencer, alors que tu n'as rien commencé, c'est souvent qu'il a déjà avancé sans toi. Elle a raccroché. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que j'ai gardé le téléphone contre mon oreille, sans trop savoir pourquoi. Peut-être par instinct. Peut-être parce qu'une petite voix en moi venait d'ouvrir un œil. J'ai entendu une portière claquer, un froissement de tissu, puis un homme qui a ri. Pas fort, pas vulgaire. Le rire tranquille de quelqu'un qui se croit à sa place. Et Clara a dit « Il m'a encore demandé pourquoi je rentrais tard. Cet idiot devient fatigant. » J'ai d'abord cru que mon cerveau bricolait mal le réel, qu'il me faisait une blague monstrueuse. Mais non, elle a continué, avec cette voix basse que je ne connaissais plus, celle qu'elle n'utilisait plus avec moi depuis des années. « Laisse, dès que tu auras la maison, je le quitte. Pour l'instant, il paye. Franchement, il ne comprend rien. » Le mot idiot est revenu, puis un autre rire, et lui a répondu « Tu gères, ma belle. Tu m'impressionnes. » J'ai senti ma main se crisper si fort sur le téléphone que mes doigts me faisaient mal. J'étais debout au milieu du salon, avec la tarte sur le plan de travail, la lumière jaune au-dessus de la table. Et cette absurdité totale. Dehors, le tram passait. Dans la cour, une voisine secouait un tapis, comme si le monde suivait encore ses horaires habituels. Moi, j'écoutais ma femme planifier ma sortie, avec la précision d'une comptable qui prépare une clôture annuelle. Sauf que le dossier a soldé. C'était moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai rien fait de théâtral. La dignité, parfois, c'est juste rester immobile pendant qu'on vous arrache le décor. J'ai attendu encore un peu. Assez pour entendre qu'ils étaient garés vers Saint-Priest. Assez pour comprendre qu'il s'appelait Julien. Qu'il parlait d'un compromis de vente, d'un crédit bientôt accepté. Et que Clara se voyait déjà changer de vie, avec l'enthousiasme d'une influenceuse qui compare des cuisines sur catalogue. Puis j'ai raccroché, calmement, presque poliment, comme on ferme la porte d'une pièce où quelqu'un vient de mourir. Je n'ai même pas pris de veste. J'ai attrapé mes clés, mon portefeuille, et je suis sorti. Dans la rue, l'air était froid, sec. J'ai marché jusqu'à la voiture, sans sentir mes jambes, à feu rouge. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. J'avais la tête d'un type normal, ni ravagé, ni héroïque. Juste un homme qui venait d'apprendre que son couple était une entreprise frauduleuse. Je n'ai pas roulé vers Saint-Priest. Je n'avais pas envie d'offrir à Clara la scène qu'elle pourrait ensuite raconter à sa manière. Je suis allé chez mon ami Maxime, à Villeurbanne. Maxime, c'était l'ami rare, celui qui ouvre avant de demander. Ancien collègue, séparé depuis longtemps, spécialiste des phrases calmes qui tombent juste. Il m'a vu sur le palier. Il a haussé un sourcil, m'a dit « Soit tu viens de tuer quelqu'un, soit on t'a enfin dit la vérité. » J'ai presque ri, ce qui m'a confirmé que j'étais en état de choc. Il m'a servi un verre d'eau.
pas d'alcool. Maxime réfléchissait toujours à contre-cliché. Je lui ai raconté l'appel, le non-raccrochage, la voiture, l'idiot, la maison. Chaque mot sortait net, froid. Comme si je récitais le sinistre compte rendu d'une réunion, il n'a pas eu l'air surpris, seulement contrarié. Nuance importante. À la fin, il m'a demandé « Tu veux rentrer chez toi ce soir ?» J'ai répondu non, avec une rapidité qui m'a moi-même étonné. Alors je suis resté, sur son canapé, avec une couverture trop fine et le bruit du périph' au loin. Je n'ai presque pas dormi. Vers 3 heures du matin, Clara m'a envoyé un message. « Tu dors. » J'ai regardé l'écran longtemps. Ce mélange d'impudence et de gestion de crise m'a presque fasciné. Elle était probablement rentrée. Elle avait sans doute constaté mon absence. Et déjà, elle préparait sa version. Au petit matin, j'ai ouvert notre compte joint sur l'application bancaire, juste pour respirer autrement. Et j'ai vu 2 choses qui m'ont réveillé mieux qu'un café. Un virement récent vers un notaire que je ne connaissais pas. Et plusieurs retraits inhabituels, depuis des semaines. Petits montants, réguliers, le genre de détail qui semble anodin jusqu'au moment où tout prend feu. J'ai levé les yeux vers Maxime. Il était dans l'encadrement de la porte, avec 2 cafés. Il a regardé mon visage, puis mon écran, et il a dit « Ah, d'accord. Donc elle ne te trompe pas seulement. Elle prépare quelque chose. » Et à cet instant précis, j'ai compris que la nuit n'était que le début. Le vendredi matin, Lyon avait cette tête grise et propre, des jours où tout le monde fait semblant d'avoir un agenda maîtrisé. Moi j'étais assis dans la cuisine de Maxime avec un café trop fort, le téléphone face contre table, comme si le simple fait de le regarder risquait de me contaminer. Clara avait appelé 9 fois pendant la nuit, laissé 3 messages, puis enchaîné avec des WhatsApp de plus en plus nerveux. D'abord, où es-tu ? Ensuite, tu pourrais répondre. Puis le classique, j'espère qu'il ne t'est rien arrivé. Formule magnifique. Surtout quand la personne qui l'écrit est précisément ce qui vous est arrivé. Maxime s'est assis en face de moi. Il a posé les croissants entre nous, avec l'air d'un chirurgien qui prépare des instruments. Il m'a dit « Bon, on va faire un truc très simple. Tu ne réponds pas, tu ne t'énerves pas. Et surtout, tu regardes. Les gens honnêtes parlent. Les autres se trahissent en voulant trop vite contrôler le récit. » J'ai hoché la tête, parce que, à ce stade, je n'avais plus envie de parler. Seulement de comprendre jusqu'où allait la mise en scène. J'ai rouvert l'appli bancaire. Le virement vers le notaire, daté de la veille. 1 200 €. Libellé provisoire acquisition. Joli mot. Acquisition. On dirait un projet commun. Alors que je découvrais que j'avais été promu sponsor officiel de ma propre éviction, les petits retraits en espèces remontaient sur presque 2 mois. Toujours le jeudi ou le samedi. Jamais énorme, juste assez pour ne pas déclencher d'alerte. Clara savait faire. Elle avait l'élégance comptable des gens qui volent avec Excel dans la tête. Maxime m'a demandé si on avait d'autres comptes. J'ai répondu oui. Un compte épargne séparé chacun. Plus le joint pour le prêt et les charges. Il m'a regardé en plissant les yeux. Et les accès, elle connaît tout. J'ai senti mon estomac se contracter. Bien sûr qu'elle connaissait tout. Code, identifiant, copie des papiers. Même mon mot de passe principal devait être stocké quelque part dans son cerveau, de petite administratrice domestique. Romantique. Non. Efficace. Oui. Maxime a soufflé par le nez. Pas un rire. Plutôt un constat. On va commencer par changer ce qui peut l'être. Avant qu'elle ne décide de transformer ton compte en souvenir pédagogique. On a passé la matinée à faire ce que les gens trompés ne font jamais dans les films. Des choses utiles. Appel à ma banque. Modification des accès. Blocage de certaines opérations. Demande d'historique détaillé. Vérification de mes documents. Récupération de mes scans dans le cloud. J'avais l'impression de vider un appartement en feu en sauvant d'abord les papiers. Clara continuait d'appeler. À 11h12, puis 11h19, puis 11h31. Une régularité presque touchante. Vers midi, elle a laissé un vocal plus long. « Adrien, ça devient absurde. Je ne comprends pas. Tu pourrais au moins me dire où tu es. » J'ai failli applaudir. Elle ne comprenait pas. Quelle surprise! Il fallait donc que je lui explique moi-même la conversation dans la voiture, le plan maison, la promotion idiot premium. Peut-être avec support PowerPoint, Maxime a écouté le vocal sans commentaire. Puis il a dit « Elle ne panique pas parce qu'elle t'aime. » Elle panique parce qu'elle ne sait pas ce que tu sais. C'était sec, mais exact. Et j'avais commencé à préférer la précision à la consolation. En début d'après-midi, un détail m'est revenu. La veille, dans la conversation, Julien avait parlé d'un compromis bientôt signé, et Clara avait dit quelque chose comme « quand ce sera bouclé ». Je fais mes cartons.
Sur le moment, j'étais trop sonné pour retenir chaque nuance. Maintenant, chaque syllabe revenait avec la netteté cruelle des mauvais souvenirs. J'ai fouillé dans mes mails, puis dans ceux qu'on partageait pour les factures et les trucs administratifs, et j'ai trouvé un message transféré par erreur sur notre adresse commune. Un cabinet de courtage remerciait M. Julien Roussel pour l'envoi de pièces complémentaires. En copie cachée, il y avait eu Clara, sauf qu'en transférant un document sur l'imprimante familiale, quelques jours plus tôt, elle avait laissé une trace dans l'historique. Les infidèles modernes sont souvent trahis par leur propre logistique. C'est moins romantique que du rouge à lèvres sur un col, mais plus français, plus locatif, plus minable. Julien Roussel, 42 ans, agent commercial indépendant, séparé, domicilié à Tassin. J'ai trouvé tout ça en moins de 20 minutes. Non pas parce que je suis un génie, mais parce que les gens qui se croient malins vivent entourés d'abonnements, de SCI, de profils LinkedIn et de traces fiscales. On a mangé tard, sans faim. Maxime m'a regardé longtemps avant de parler. Il avait ce ton calme des jours où il tient une mauvaise idée parfaitement rangée. Il m'a dit « Tu veux savoir ce qui me gêne le plus ? Ce n'est pas qu'elle te trompe, c'est qu'elle te prépare une sortie financière propre, pendant qu'elle joue encore la femme fatiguée. » J'ai répondu « Oui, moi aussi ça m'agace un peu. » Il a eu un bref sourire, puis il s'est penché vers moi, et là il m'a proposé quelque chose. Pas une scène, pas d'écrit, pas une vengeance de série médiocre, un plan simple, élégant. Légal. Le genre de plan qui oblige les gens à se regarder enfin sans filtre. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout. Et plus il avançait, plus je sentais revenir en moi une chose que Clara n'avait pas prévue. Pas la colère. Non. Quelque chose de beaucoup plus gênant pour elle. Mon sang-froid. Le soir tombait déjà, quand mon téléphone s'est remis à vibrer. Clara encore. Puis un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Et Maxime, en posant sa tasse, a dit « Ne décroche pas. Attends demain. Demain. C'est elle qui va commencer à avoir peur. » Le samedi a commencé avec une pluie fine sur les vitres de Maxime. Le genre de pluie lyonnaise qui ne tombe pas vraiment. Elle s'installe. Elle juge. Elle reste. Mon téléphone avait cessé de vibrer, vers 2 heures du matin. Puis, Clara avait repris à 8h. 03. 8h10. 8h27. Elle alternait appels, messages, indignation, inquiétude, tendresse de secours. Tout le nuancier classique des gens qui improvisent quand le public principal quitte la salle. Je lisais sans répondre. Et plus je lisais, plus sa panique prenait une forme utile. Elle ne savait toujours pas ce que j'avais entendu. Elle cherchait à localiser mon silence. Nuance essentielle. Maxime a posé un café devant moi. Puis il a relu avec moi les derniers messages. Je te jure que je ne comprends pas ce qu'il se passe. On peut parler calmement. J'ai besoin de savoir où tu es. Puis un peu plus tard, si tu veux me punir pour une dispute, ça va 2 minutes. Là j'ai presque souri. Me punir pour une dispute. Magnifique inversion. On ment. On trompe. On prépare un départ avec préavis immobilier. Puis quand le mari disparaît 48 heures, on appelle ça une dispute. La langue française fait parfois du bénévolat pour les coupables. Le plan de Maxime était simple. Justement pour ça, il me plaisait. Aucune menace. Aucun éclat. Aucune bêtise illégale. Il fallait laisser Clara parler. La laisser combler elle-même les vides. L'amener à révéler ce qu'elle préparait, tout en sécurisant ce qui devait l'être. La veille au soir, j'avais déjà changé mes accès, déplacé mes documents, vérifié les procurations. Ce matin-là, j'ai appelé mon conseiller bancaire depuis le balcon pour éviter que ma voix ne tremble sous le regard de quelqu'un. J'ai demandé un rendez-vous en urgence pour le lundi, et surtout la désolidarisation de certaines autorisations. La femme au bout du fil avait le ton neutre des gens qui entendent des drames avant leur 2e café. Elle m'a dit qu'on ferait le point sur les mouvements du compte joint et sur la protection des fonds personnels. Entendre ces mots m'a fait un effet étrange. Protection, fonds personnels. Pendant 9 ans, j'avais appelé ça notre vie. À présent, ça entrait dans des cases de procédure. C'était moins romantique, mais infiniment plus propre. Vers midi, le numéro inconnu a rappelé. Cette fois, j'ai laissé Maxime décrocher sur haut-parleur sans parler. Une voix d'homme, posée, prudente, a demandé « Adrien ». J'ai reconnu Julien avant même qu'il se présente. Il avait la voix exacte que j'imaginais, celle d'un type persuadé que son calme est une qualité morale. Maxime a coupé le micro de sa main et m'a lancé un regard. Je lui ai fait signe d'attendre, puis il a raccroché sans un mot. 3 secondes plus tard, Clara a appelé, puis encore, enfin, elle a laissé un vocal plus sec,
Là, ça suffit. Je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, ni ce que tu crois. Mais il va falloir arrêter ce cinéma. Quand une personne dit « il va falloir arrêter ce cinéma » alors qu'elle auditionne, depuis des mois, pour le rôle principal, il faut vraiment admirer le souffle. Maxime a pris le téléphone, l'a posé au centre de la table, comme une pièce à conviction. Et il m'a dit « Parfait. Ils bougent ensemble. Donc ils ont peur ensemble. C'est toujours plus fragile qu'un adultère solo. » L'après-midi, on est allé chez moi. Pas pour une confrontation, juste pour récupérer ce qui comptait. L'appartement était vide, trop rangé, trop silencieux, comme les lieux où quelqu'un a déjà commencé à mentir avant votre arrivée. Dans l'entrée, les chaussures de Clara n'étaient pas là, ni son trench beige qu'elle prétendait détester quand il pleuvait. Dans la chambre, un tiroir était à moitié vide, pas assez pour faire une fuite, assez pour signaler une répétition générale. Je me suis surpris à noter des détails idiots. Son flacon de parfum absent, la place libre sur l'étagère de salle de bain, 2 chemisiers en moins. On croit toujours qu'une trahison ressemble à une scène. En réalité, ça ressemble d'abord à de l'espace gagné dans un placard. J'ai pris mon passeport, quelques dossiers, les relevés imprimés, l'acte de mariage, le compromis de notre appartement, et puis quelque chose m'a arrêté dans le bureau, sur l'imprimante, un feuillet oublié, une simulation de crédit, pas à nos noms, au sien à lui, Julien Roussel, avec une adresse de maison à Francheville. 3 chambres, jardin, garage, le rêve pavillonnaire des gens qui se disent qu'ils recommencent proprement, pendant qu'ils finissent salement. En bas, manuscrite au stylo bleu. Il y avait une note de Clara. Apport personnel après vente appartement. Adrien, je suis resté immobile quelques secondes. Maxime a lu par-dessus mon épaule. Puis il a soufflé. Ah oui, donc madame a déjà réparti les bénéfices d'une vente qui n'existe pas encore. C'était tellement grossier que ça en devenait presque reposant. Il n'y avait plus de doute, plus d'ambiguïté, plus d'interprétation possible. Seulement une petite phrase écrite trop vite par une femme qui se croyait déjà sortie du cadre. On allait partir quand la serrure a tourné. Clara est entrée avec un sac de week-end. Elle s'est figée en me voyant près du bureau. Maxime derrière moi, les papiers à la main. Pendant 1 seconde, elle a eu ce regard que je n'oublierai jamais. Pas de tristesse, pas de remords. Non. Le regard précis de quelqu'un qui calcule en urgence ce que l'autre a compris. Puis elle a repris contenance à une vitesse presque admirable. « Adrien, tu pourrais répondre quand je t'appelle. » Sa première phrase. Pas bonjour, pas où étais-tu, pas qu'est-ce qui se passe. Juste un reproche administratif. J'ai levé lentement le feuillet avec la note manuscrite. Elle a pâli. Juste un ton, pas plus. Le genre de détail qu'on remarque quand on n'aime plus assez pour se raconter d'histoire. Et avant qu'elle ouvre la bouche, j'ai compris qu'elle avait déjà préparé un mensonge de secours. Seulement cette fois, c'était moi qui allais choisir la question. Clara a regardé le feuillet dans ma main, puis moi, puis Maxime, et j'ai vu passer sur son visage tout un service après-vente d'émotions. Surprise, irritation, inquiétude, indignation calibrée. Elle a choisi la plus rentable, celle de la femme offensée par une intrusion domestique. Elle a posé son sac dans l'entrée et a dit « Vous pourriez au moins me dire ce que vous faites ici, comme si j'étais un cambrioleur dans l'appartement dont je payais la moitié des murs et la totalité de sa tranquillité mentale depuis des années. » J'ai levé légèrement le papier. Apport personnel après vente. Appartement Adrien. J'ai lu ça à voix haute, calmement, sans hausser le ton, comme on lit un montant sur un devis qu'on refuse. Son regard a glissé vers Maxime. Mauvais réflexe, quand quelqu'un cherche immédiatement un témoin. C'est qu'il n'a déjà plus d'arguments. Elle a soupiré. Adrien, ce n'est pas ce que tu crois. Phrase universelle, recyclable, biodégradable, et généralement prononcée quand c'est exactement ce qu'on croit. J'ai posé les dossiers sur le bureau, très alignés. Je savais que ce détail l'agacerait. Clara détestait quand le calme devenait plus organisé qu'elle. J'ai dit « Alors explique-moi ce que je dois croire. L'appel de jeudi, le non-raccrochage, la voiture, l'idiot, la maison, Julien, le notaire, et maintenant cette note. Prends ton temps. » Pour une fois, je suis disponible. Elle a blêmi franchement à l'évocation de l'appel. Pas beaucoup, juste assez pour que le masque craque. Elle a compris d'un coup ce que je savais. Pas un soupçon, pas une intuition. Les mots exacts, son ton exact, sa petite voix de gestionnaire sentimentale. Pendant 2 secondes, elle n'a rien dit. Puis elle a choisi la défense la plus mesquine. Elle a ri, un rire sec,
nerveux, et a lancé « Tu m'écoutes au téléphone maintenant. C'est donc ça ton niveau. » J'ai presque admiré l'effort. Être prise en flagrant délit et tenter quand même un contre-feu moral. C'est une forme de cardio. Maxime, derrière moi, a lâché un petit souffle qui ressemblait à un rire sans en être un. Clara l'a fusillé du regard. Lui, impeccable, a répondu. Je te conseille de ne pas te tromper de sujet. Ça a remis un peu d'ordre dans la pièce. Elle a alors changé de registre. Plus doux, plus plaintif. Elle s'est approchée de moi. Pas trop. Juste à distance de théâtre. Adrien, oui. J'ai vu quelqu'un. Ça n'allait plus entre nous depuis longtemps. Tu le sais très bien. Je voulais te le dire correctement. Je cherchais le bon moment. À ce stade, il ne lui manquait qu'une tisane et un fond de piano pour transformer sa trahison en démarche responsable. J'ai demandé « Et la maison ? Et l'argent ? Et mon appartement déjà vendu dans ta tête ?» C'est aussi parce que ça n'allait plus entre nous. Elle a serré les mâchoires. Mauvais signe pour elle. Bon signe pour moi. Puis elle a lâché. Tu dramatises. Personne ne t'a volé quoi que ce soit. Ce n'était qu'une hypothèse. J'ai montré le virement notaire, les retraits, le dossier de Julien, la note manuscrite. Ça faisait beaucoup d'hypothèses, pour une seule femme, qui me reprochait d'imaginer. La suite m'a surpris, non pas par le fond, mais par la vitesse. Clara a cessé de jouer la blessée. Elle a croisé les bras et son visage s'est vidé de toute chaleur. Très bien. Tu veux la vérité ? Je te la donne. Oui, j'allais partir. Oui, avec Julien. Oui, je préparais les choses. Parce que, avec toi, tout est devenu lourd, prévisible, étouffant. Tu contrôles tout. Tu comptes tout. Tu crois que payer te donne des droits. J'ai failli sourire. C'était presque touchant de m'entendre résumé comme un tyran budgétaire par la femme qui tenait une comptabilité secrète de mon remplacement. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement dit « Tu aurais pu partir proprement ». Elle m'a répondu du tac au tac. Proprement. En France. Avec un prêt. Un syndic. Des frais de notaire. Des comptes mêlés. Et des adultes vexés. Bien sûr, on vit dans une pub. À cet instant précis, j'ai retrouvé quelque chose de très net en moi. Non pas l'amour blessé. Il était déjà en cendres froides. Non, une forme de lucidité presque confortable. Clara ne regrettait pas de m'avoir trahi. Elle regrettait d'avoir été entendue. Son téléphone a vibré sur la console de l'entrée. Julien, affiché en grand. Personne n'a parlé. Elle a voulu le retourner. J'ai dit « Décroche ». Elle m'a lancé un regard noir. J'ai répété « Décroche ». Ma voix était si calme qu'elle l'a fait. Elle a mis le haut-parleur sans le vouloir vraiment. Julien a commencé trop vite. T'es avec lui. Il sait quoi. Silence parfait dans le salon. Même la pluie semblait écouter. Clara a murmuré « Je te rappelle. » Il a insisté. Le compromis est lundi. Il faut que tu me confirmes pour l'apport. Sinon je passe pour un con. Maxime a tourné la tête vers la fenêtre pour masquer son sourire. Moi je regardais Clara. Uniquement elle. Parce que c'était fini. Totalement fini. Plus de versions possibles. Plus de montage. Juste le réel en direct. Elle a coupé l'appel d'un geste sec. Puis elle m'a dit « Très bas. Qu'est-ce que tu veux ?» Enfin, une bonne question. La première de la journée. J'ai pris mon manteau, les dossiers, mes papiers. Puis je lui ai répondu « Je veux que lundi, à la banque et chez le notaire, tu découvres que je ne finance ni ton départ, ni sa maison, ni votre petite fable immobilière. Et je veux que cette fois, tu entendes tout jusqu'au bout. Parce que moi, je dis, je n'ai rien manqué. Je me suis dirigé vers la porte, avec Maxime. Mais juste avant de sortir, elle a dit une phrase qui m'a arrêté net. Pas pour me faire revenir. Non, pour tout le reste. Elle a dit « Tu crois vraiment que Julien est le seul à t'avoir menti ?» Et là, pour la première fois depuis 2 jours, j'ai senti que l'histoire était encore plus sale que prévu. Je me suis arrêté la main sur la poignée. Pas parce que sa phrase me blessait encore. Ce luxe était terminé. Mais parce qu'elle l'avait dite avec ce calme venimeux des gens qui lâchent une dernière allumette avant de regarder brûler, je me suis retourné. Clara avait repris ce visage lisse que je connaissais trop bien. Celui qu'elle utilisait chez le notaire, avec le syndic, devant les conseillers bancaires, partout où l'on ment en souriant. Elle a répété « Tu crois vraiment que Julien est le seul à t'avoir menti ?» Maxime n'a rien dit. Il s'est juste un peu décalé, assez pour me laisser la scène. J'ai demandé « De quoi tu parles ?» Elle a eu un petit rire sans joie. « De ton ami Paul, celui qui t'a poussé à prendre cet appartement, celui qui t'a recommandé ce placement de secours, celui qui savait avant toi que j'allais partir. »
Le nom m'a traversé, comme un courant froid. Paul, mon collègue devenu ami, celui avec qui je prenais des cafés trop chers près de Pardieu, celui qui me répétait depuis des mois que Clara semblait distante, mais qu'il fallait lui laisser de l'air, celui qui, soudain, m'avait conseillé de ne pas faire de contrat de séparation sur certains apports, parce que, entre époux, il faut de la confiance. J'ai senti quelque chose se remettre en place. Pas un choc. Pire, une logique. Clara a vu que j'avais compris, et elle a ajouté. C'est lui qui a parlé de Julien à demi-mot. Au début, c'est lui qui m'a dit comment tu réagirais, ce que tu signerais, ce que tu repousserais. Il te connaît bien. Toi, tu appelles ça l'amitié. Moi, j'appelle ça un type bavard, qui adore être indispensable. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce qu'en 3 secondes, je revoyais des détails minuscules. Paul qui insistait pour boire un verre exactement le soir où Clara rentrait tard. Paul qui me demandait si j'avais enfin ouvert mon épargne à autre chose. Paul qui trouvait Clara brillante, organisée, fine, adjectif généreux pour la femme d'un ami. À petite dose, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert notre fil. Il y avait un message de lui, daté du vendredi matin, alors que personne n'était censé savoir où j'étais. Il disait « J'ai appris qu'il y avait de la tension chez toi. Ne fais pas de bêtises. Appelle-moi. » J'ai montré l'écran à Maxime. Il a simplement dit « Intéressant », mot élégant pour éviter de dire « infect ». Clara a haussé les épaules. Je ne sais pas jusqu'où ça va entre eux, mais une chose est sûre. Tu étais le dernier informé dans ta propre vie. C'était mesquin, oui, mais plus vraiment douloureux. À force de recevoir le réel en plein visage, on finit par apprécier qu'il soit net. J'ai rangé mon téléphone, puis je l'ai regardé une dernière fois. Vraiment regardé. Cette femme pour qui j'avais signé des prêts, attendu des soirées, cru des fatigues, réchauffé des plats, excusé des silences. Elle n'était ni démoniaque, ni mystérieuse, seulement banale dans sa cupidité, ambitieuse à crédit, sentimentale comme on gère un dossier. Et ça m'a libéré d'un coup, parce qu'on souffre moins quand on cesse d'idéaliser ce qui nous détruit. J'ai dit « Merci ». Elle a froncé les sourcils. Surprise. J'ai continué. Pour la phrase de trop. Elle va me faire gagner du temps. Lundi, j'ai rendez-vous à la banque. Ensuite avec un avocat. Et après ça, tu te débrouilleras avec Julien, avec Paul, avec vos petites anticipations. Mais plus un centime de moi ne servira à financer vos talents. Je suis sorti avec Maxime, dans la cage d'escalier. L'air sentait la peinture froide et les repas du samedi. Une odeur parfaitement ordinaire pour un jour qui ne l'était pas. Dehors, la pluie avait cessé. Lyon brillait un peu sous les réverbères. Maxime a attendu qu'on soit dans la voiture pour parler. Il a demandé « Ça va ?» J'ai répondu « Non, mais ça ira mieux lundi, puis mieux mardi, puis encore mieux, quand tout ça ne sera plus qu'un dossier. » Il a démarré. Au feu rouge, j'ai bloqué Paul, puis Clara, puis le numéro de Julien. Un geste simple, presque administratif. La fin de mon mariage ressemblait décidément beaucoup à une résiliation bien remplie. Et finalement, ça me convenait. 2 semaines plus tard, Clara découvrait qu'elle n'aurait ni ma part, ni mon silence. Julien reportait son compromis, faute d'apport. Paul m'envoyait un long message pathétique, auquel je n'ai jamais répondu. Et moi, le dimanche suivant, j'achetais seul une baguette, du comté et une tarte aux pralines. Sauf que cette fois, en montant l'escalier, je n'avais plus l'impression de rentrer dans une vie qu'on préparait à me voler. J'entrais simplement chez moi. Et croyez-moi, après certaines trahisons, c'est déjà une victoire magnifique.